Salut camarades! Comme annoncé, je lance un nouveau format un peu plus, on va dire, informel, plus facile à produire pour moi que les gros mastodontes habituels. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vu la gueule que prend YouTube aujourd'hui, on se dirige vers de très grosses vidéos de plusieurs heures bien chapitrées que vous pourrez donc consulter comme un bouquin et qui vont traiter des sujets en une seule fois, et non plus des séries comme j'en faisais avant. Mais du coup, le temps de les faire, ça veut dire publier encore moins souvent, ce qui est un peu con. Donc je me suis dit que pour publier régulièrement malgré tout, et vu qu'à force j'ai quand même de la bouteille niveau vulga et niveau sujet abordé, je pouvais vous faire, on va dire, des vidéos plus courtes, moins détaillées, moins retouchées au poil de cul, etc. Et surtout, moins illustrées et plus audio. Vu que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter plus qu'à regarder, autant m'épargner l'énorme boulot d'iconographie et de cartographie que je me tape sur les plus gros épisodes. Il m'est infiniment plus facile, on va dire, d'étudier et d'écrire que d'illustrer. Typiquement, les 45 minutes, 50 minutes qui vont venir, ça m'a pris, études comprises, 3 jours d'écriture. Et ça, autant l'utiliser en fait. Même si c'est pas aussi complet et aussi parfait que j'aimerais le faire, mieux vaut publier quelque chose que rien du tout. Et ce nouveau format, donc, j'aimerais le faire sur, on va dire, des sujets annexes, des personnages, des familles, des lieux, des coutumes, bref, des choses un peu croisées dans mes lectures et que je ne garde pas forcément pour les gros épisodes, des éléments un peu plus secondaires, dirions-nous. Quitte d'ailleurs, si un de ces petits épisodes marche bien et qu'il y a plus à en dire, ou que vous avez envie de le voir illustré, à en faire plus tard une plus grosse vidéo chiadée. Mais bon, je n'exclus rien, mais dans la mesure quand même où je me tape tout le boulot tout seul et qu'on en a parlé, je n'ai pas les moyens d'engager quelqu'un pour m'accompagner là-dessus, je peux pas non plus faire tout ce que j'aimerais faire. Bref, pour rentrer dans le dur, pour inaugurer ça, j'aimerais vous parler d'une famille que j'aime beaucoup, depuis longtemps, les Banu Ammar, une dynastie de notables qui, pendant une cinquantaine d'années, au milieu du bordel proche-oriental du XIe-XIIe siècle, a tenu la florissante Tripoli dans l'actuel Liban. Alors oui, on les a déjà croisés quand on parlait de la première croisade, effectivement, ce qui va justement nous permettre de revenir en douceur à ce sujet, comme c'est bien pensé. Et pourquoi je les aime autant, les Banu Ammar ? Eh vous allez voir. Déjà, il y a un paradoxe énorme avec la Syrie-Palestine, autrement dit la côte orientale de la Méditerranée. Oui, parce qu'à l'époque, c'est marrant, quand je parlais de Syrie-Palestine, ce qui est le terme employé historiquement dans tous les bouquins sur le sujet depuis les Romains, en gros, personne ne gueulait. Mais alors depuis le 7 octobre, alors que l'occupation de la Palestine ne date pas de 2023, depuis qu'on dit Syrie-Palestine, les gens râlent. Désolé pas désolé rageux, mais je ne vais certainement pas maltraiter l'histoire pour ménager l'ego colonialiste de 2-3 bas du front. Bref, le paradoxe de la Syrie-Palestine, c'est qu'elle est au carrefour de 3 continents, donc cruciale, notamment économiquement. Mais curieusement, elle est souvent en marge d'empires bien plus grands. L'empire romain, l'empire parthe, l'empire sassanide, l'empire byzantin, le califat abbasside sunnite ou le califat fatimide chiite, et beaucoup d'autres après. Ce qui lui vaut à la fois des troubles politiques permanents, mais aussi du coup une certaine indépendance pour les locaux, puisque les capitales des empires sont loin, et qu'on peut donc toujours louvoyer adroitement au milieu de ce bordel. Ainsi, du temps de l'Empire romain et de l'Empire parthe puis sassanide, la Syrie, Palestine et l'Égypte sont probablement les régions les plus prospères de l'Empire romain. Ils sont d'autant moins fans de celui-ci que leur pognon va directement dans les caisses de l'empereur. Ce qui ne s'arrange pas quand l'Empire devient chrétien et qu'éclatent les différents théologiques des premiers siècles du christianisme, où l'empereur et le clergé orthodoxe cherchent à imposer l'unité chrétienne autour de leur vision de la chose. Point. Du coup, la religion rencontrant la politique, ça part dans tous les sens, on l'a vu là, et les Syro-Palestiniens et Égyptiens en ont plein le dos. Donc, quand les Sassanides envahissent la Syrie-Palestine et l'Égypte à partir des années 610, mis à part le massacre de Jérusalem et autres joyeusetés de la guerre, beaucoup de chrétiens locaux se retrouvent pas si mal, le Shahanshah Khosrau II favorisant les Nestoriens et appréciant autant les monophysites que les orthodoxes, leur rendant leurs églises pour les reconstruire, etc. Donc tout n'est pas rose, évidemment, enfin c'est pas si pire, comme dirait l'autre. Et à l'inverse, quand l'empereur romain d'Orient Héracléos récupère la Syrie-Palestine et l'Égypte 20 ans plus tard, c'est de nouveau le retour en force des orthodoxes, la volonté impériale d'unifier la chrétienté autour d'une seule vision émanant de la capitale, et côté impôts, c'est encore pire qu'avant, puisqu'il faut en plus rembourser la guerre dont les fonds ont été massivement avancés par le clergé orthodoxe. Du coup, pour les chrétiens de la région, c'est vraiment la douille. Conséquemment, et là aussi les bas du front vont gueuler, quand à partir de 634, les troupes arabes musulmanes débarquent à leur tour dans la région pour la conquérir, l'empereur Héracléos, l'orthodoxie, la capitale et l'empire de manière générale ne sont pas spécialement populaires parmi les populations locales chrétiennes, qui vont donc amplement collaborer, à plus forte raison qu'à pas mal d'égards, elles sont mieux traitées qu'avant. Il y a des interdictions et des restrictions strictes, vestimentaires, politiques, maritales, c'est indéniable, mais vu que les musulmans laissent les religions du livre pratiquer à leur guise, les chrétiens locaux sont moins emmerdés par eux qu'ils ne l'étaient par l'orthodoxie impériale, qu'ils soient jacobites, maronites, coptes, syriaques, nestoriens, etc. Et niveau impôts, il faut certes s'acquitter de la jizya et du kharaj, les impôts spécifiques aux dhimmis, c'est-à-dire les protégés, les pratiquants des religions du livre,
Mais ça revient toujours moins cher que les impôts impériaux d'avant, hein. Sans compter que rien ne les empêche de se convertir, vu que beaucoup, dans le climat théologique troublé de ces derniers siècles, perçoivent l'islam comme une sorte de nouvelle ramification du christianisme. D'ailleurs, ces conversions n'arrangent clairement pas les autorités musulmanes parce que ça représente moins d'impôts pour eux, du coup. Et de toute façon, à l'époque, comme ici, il ne faut pas imaginer un grand remplacement, hein. Les Arabes musulmans resteront une minorité de population dans la région qui se contenteront d'administrer, le plus souvent d'ailleurs avec des fonctionnaires chrétiens du coin. Alors l'un dans l'autre, oui, les chrétiens de Syrie, de Palestine et d'Égypte sont plutôt contents. Vous me croyez pas? Ils le disent eux-mêmes en fait. Un chroniqueur nestorien anonyme, qu'on peut lire dans la Patrologia Orientalis, qui en gros compile les textes des pères de l'Église en langues orientales, bref, un chroniqueur anonyme nestorien disait « Le cœur des chrétiens s'est réjoui de la domination des Arabes, puisse Dieu la fortifier et la faire prospérer. » Oh putain, faudrait la tatouer sur le front de Pascal Praud celle-là. Ou alors Michel le Syrien, patriarche de l'église syriaque orthodoxe d'Antioche, jacobite pour nous, qui, au XIIe siècle, dira « Le Dieu de vengeance qui est seul tout-puissant a fait venir du sud les enfants d'Ismaël pour nous délivrer par eux des mains des Romains. Cette délivrance a été pour nous un immense avantage. » Les islamophobes en sueur, respirez, prenez une camomille et surtout, lisez des livres. Après, je ne nie pas l'existence de massacres religieux. Il y a toujours des connards fanatiques qui font du zèle, parfois par jalousie, en voyant les chrétiens occuper des places importantes notamment. Mais si on doit, à juste titre, ne pas juger l'histoire du christianisme sur la seule base de ses pires exactions, et Dieu sait qu'elle n'en manque pas, il faut faire pareil avec les autres religions. Anecdote tristement éloquente cela dit, les premiers martyrs chrétiens de l'islam, a priori, sont des soldats de l'Empire romain pris en 638 à Gaza. Il y a des choses qui ne changent pas. Bref, ça c'était pour le contexte régional général et surtout religieux. Je ne vais pas vous faire le détail des Omeyyades puis des Abbassides qui les supplantent, ce serait un petit peu long. Passons directement au Xe siècle. La Syrie-Palestine est alors principalement tenue par des vassaux des Abbassides, plus ou moins indépendants ou rebelles en fonction des périodes, notamment parce que les Abbassides commencent progressivement à décliner. On a ainsi essentiellement les émirs arabes hamdanides au nord, à Alep et Mossoul, qui servent souvent de rempart contre les Byzantins, et les Turcs ikhchidites en Égypte et en Palestine. Et puis paf, tandis que les califes abbassides continuent leur déclin, le pouvoir effectif passant aux mains des émirs iraniens chiites que sont les bouyides, alors que les abbassides sont les chefs religieux du monde sunnite, c'est quelques paradoxes, eh bien deux autres empires s'en mêlent dans la seconde moitié du Xe siècle. L'Empire romain d'Orient d'une part, qui depuis l'Anatolie au nord va chercher à remettre la main sur ce qu'elle estime être encore l'Empire justement, et de nouveaux venus, depuis l'Égypte et avant ça le Maghreb, les Fatimides. Pour la faire courte, eux, ce sont des chiites déjà, plus précisément des ismaéliens, donc des musulmans hostiles au sunnisme qui espèrent l'arrivée d'un messie, le Mahdi, en très gros, je ne suis pas théologien. Et nos Fatimides, ils se réclament ainsi descendants de Fatima, la fille de Muhammad, et de son mari Ali, que Muhammad aurait désigné, d'après les chiites, comme son successeur politique, donc le calife, autant que comme leader religieux, donc l'imam. Là où les sunnites, eux, pensent que Muhammad a désigné pour lui succéder son beau-père, Abu Bakr, comme calife. Bref, nos Fatimides, apparus au Maghreb au tournant du 9e-10e siècle, renversent d'abord bien vite la dynastie locale au service des Abbassides, les Aghlabides, et s'emparent ainsi de l'Ifriqiya, en gros une partie de l'Algérie, la Tunisie et la Libye actuelle. Ils y créent leur califat en 910 dans leur nouvelle capitale, Mahdiya, et ce, avec le soutien des lignages Koutama, c'est-à-dire des Berbères de l'est de l'Algérie actuelle. Oui, je dis lignage et pas tribu, parce que la tribu, on l'a vu, ça n'existe pas anthropologiquement, et donc a priori historiquement. Et vu que les Fatimides sont sur leur lancée, en soi ils visent la destruction du califat abbasside, et donc la prise de Bagdad, ils continuent et s'emparent en 969 de l'Égypte des Ikhchidides, qui dépendait donc jusque-là du califat abbasside, qui lui est toujours en déclin. Puis ils s'emparent du Hedjaz, donc les lieux saints musulmans, puis du Yémen, et, pour ce qui nous intéresse, d'une bonne part de la Syrie-Palestine, au sud, essentiellement. Oui, puisque c'est là qu'ils rencontrent les Byzantins, qui eux descendent du nord pour reformer ce qui était à leurs yeux toujours l'Empire romain, derrière Niképhoros Phokas puis Ioannes Tzimiskès. Ouais, vu que j'aime pas franciser les noms, je me suis dit que ça me paraissait respectueux de le faire aussi pour le grec. Du coup, va falloir vous habituer. Là, je parlais de Nicéphore Phokas et de Jean Tzimiskès. Après, est-ce que je pousserai le vice jusqu'à parler de Constantinos le Grand? On verra. Forcément, ça se fout un peu sur la gueule entre les deux puissances, mais assez vite, vu que pour les Romains, la priorité est plutôt à l'ouest, face aux Bulgares notamment, et que pour les Fatimides, la priorité elle est plutôt à l'est, avec les Abbassides à Bagdad, on trouve un modus vivendi, en gros, fin Xe siècle, début XIe, avec une frontière qui est un poil plus au nord que l'actuelle frontière entre le Liban et la Syrie. Et la région s'en porte bien, économiquement surtout. L'Empire byzantin étant en pleine bourre, il y a v'là la demande commerciale de produits d'Orient, et dans le même temps, ils assurent une sécurité dans l'est de la mer Méditerranée qui fait venir jusqu'aux navires italiens, qui eux aussi y feront foutrement fortune.
Et pareil avec l'essor du califat fatimide d'Égypte, qui se tourne ainsi vers l'océan Indien, ce qui va rapporter un maximum encore de produits manufacturés, d'épices, etc. Bref, la région est vraiment très prospère à l'époque. Ainsi, en particulier, les cités portuaires de Tyr et Tripoli, cette dernière étant la deuxième base navale du califat fatimide après Alexandrie, se mettent très bien sur la période, comptant peut-être jusqu'à 20 000 habitants chacune dans les années 1040, soit peut-être les plus grosses villes de la côte aujourd'hui libanaise à l'époque. À titre de comparaison, Paris n'atteindra les 25 000 habitants qu'en 1180, hein. Et forcément, dès que les deux grandes puissances du coin ont des bordels internes à gérer ou d'autres chats à fouetter ailleurs, ça donne des idées aux locaux, niveau indépendance. À plus forte raison que ces deux cités sont quasiment imprenables. Les Byzantins, par exemple, qui avaient pourtant roulé sur la région fin Xe siècle, s'étaient régulièrement cassé les dents sur les murailles de Tripoli, qui n'occupent alors que la péninsule d'Almina, rendant difficile tout siège. Quant à Tyr, elle résistait déjà solidement à Alexandre le Grand, c'est dire. Et de fait, c'est pas nouveau cette tendance à l'indépendance. Encore une fois, au croisement de trois continents, louvoyer entre les différents pouvoirs en place qui se foutent sur la gueule pour le contrôle de la région, c'est un peu un sport national. Tyr, par exemple, en 997, se rebelle contre les Fatimides, demande le soutien des Byzantins, mais ce faisant, se tire une balle dans le pied. Les Fatimides reprennent la ville et envoient le chef rebelle se faire écorcher vif en Égypte avant d'être crucifié. En 1032, c'est le gouverneur de Tripoli qui s'y met, se tournant vers les Byzantins, mais sans succès. Mais lui, on l'a pas écorché vif, je crois. Cela dit, ce n'est que le début. En 1036, un nouveau calife monte sur le trône, Al-Mustanzir, qui régnera jusqu'à sa mort en 1094. Autrement dit, vu que c'est pas non plus un vampire, il est très jeune au moment de son accession au pouvoir. Il a 7 ans. Pire encore pour le califat, on a peu après l'émergence d'un nouveau pouvoir plus à l'est, les Seldjoukides, qui deviendront le nouveau bras armé du califat abbasside sur le déclin, quand ils se seront débarrassés de leurs précédents tuteurs, les Bouyides, pour les remplacer. Et ces Seldjoukides, des Turcs sunnites, vont devenir les adversaires des Fatimides autant que des Byzantins pour le contrôle de la Syrie-Palestine. Concrètement à partir des années 1070, mais déjà dès la fin des années 1050, où les Fatimides réussissent même brièvement à occuper Bagdad d'ailleurs, leur objectif de toujours, avant d'être virés aussitôt par les Seldjoukides. Faut pas déconner. Et histoire d'en rajouter au bordel ambiant, les Seldjoukides sont souvent précédés d'un paquet d'aventuriers turkmènes plus ou moins indépendants. Alors, les Turkmènes, en gros, ce sont des Turcs dans la mouvance des Arous, donc des Seldjoukides, et des Kharikh. Et tout ça, convertis à l'islam, on les appelle les Turkmènes. Voilà, c'est Simon Berger qui m'a expliqué ça, merci Simon Berger. Mais du coup, voilà, je pense que l'indépendance qu'on prête à ces aventuriers turkmènes qui sont en amont des Seldjoukides, ça tient plus aux errances du modèle tribal, qui a toujours du mal à se justifier, qu'autre chose. Il y a de fortes chances qu'une révision scrupuleuse de l'histoire seldjoukide, au vu de ce qu'on a étudié de l'histoire nomade centra-asiatique et de ses codes politiques, aille dans le sens d'un État seldjoukide très structuré, incluant scrupuleusement ses aventuriers comme une forme d'avant-garde, les tamas, qu'on avait vu chez les Mongols, enfin, ce que les Mongols appelaient le tama. Donc, pour en revenir à la Syrie-Palestine, tout ce merdier-là, Tyr et Tripoli vont chercher à en profiter, forcément. Enfin, je parle pas des villes, ni des populations dans leur ensemble, ni des gouverneurs nommés par les Fatimides, mais des cadis. Les cadis, dans le monde musulman, ce sont des magistrats, des juges, nommés par le calife, souvent de manière héréditaire, avec une autorité en soi plus grande à pas mal d'égards, ne serait-ce que moralement, que celle des gouverneurs. Et ce à plus forte raison que sous les Fatimides, les cadis commandent carrément des troupes. Ainsi, la famille des Abi Akhil, cadis de Tyr depuis les années 1030, tente sa chance en 1063, s'empare de Saïda, Sidon pour nous autres occidentaux, mais se fera ratiboiser peu après malgré tout. En 1089, les Fatimides remettront la main sur la région, notamment parce qu'après la conquête turque de celle-ci dans les années 1070, les Seldjoukides et leurs officiers locaux se foutant sur la gueule, ça permet un comeback fatimide justement. Reste donc Tripoli. Dans celle-ci, deuxième base navale du califat donc, entièrement chiite ou peu s'en faut, très riche via le commerce florissant de ces dernières décennies, réputé pour ses fabuleux orfèvres, les califes ont nommé comme cadis les Banu Ammar, une famille issue des lignages Koutama berbères de l'Est algérien, comme je le disais plus tôt, lignages qui ont longtemps constitué l'élite militaire et administrative du califat fatimide. Ce qui n'a pas été ensuite sans foutre la merde d'ailleurs, les Koutama appréciant peu de voir les califes employer d'autres troupes que les leurs. Il y aura ainsi pas mal de guerres quasi civiles entre les différentes armées ethniques, disons, au service du califat. Koutama, Turkmènes, Nubiens, Arméniens, etc. On en reparlera vite fait. Et bref, à la suite des Abi Akhil à Tyr en 1063, vers 1065, le cadi de Tripoli, Abu Talib Amin al-Dawla al-Hassan ibn Ammar, profite de la mort du gouverneur fatimide de sa ville, non seulement pour proclamer son indépendance, mais aussi pour mettre la main sur la région autour, ainsi que sur quelques autres ports, comme Jubail au sud, que bientôt enrichiront Tartous, notre Tortoise, ou encore Arkha et Khawabi.
Ainsi, à sa plus grande extension, la principauté des Banu Ammar courra sur plus de 160 km de côte, de Jubail jusqu'à Jabala, occupant donc la moitié nord de la façade maritime libanaise actuelle et la moitié sud de la façade maritime syrienne. Actuelle, toujours. Et là où je les aime vraiment beaucoup, les Banu Ammar, si je vous en parle parmi toutes les petites familles qui, à un moment ou un autre, se sont rendues maîtresses d'un bout de terrain dans le coin ou dans la période, sachant qu'on va en voir un paquet dans la très longue vidéo que je prépare sur la saga de Sigurd qui traversa au début du XIIe siècle toute l'Europe et la Méditerranée, en gros, et ben si je les aime autant, c'est que c'était des intellectuels de zinzin avant toute chose. Ainsi, Amin al-Dawla, qui meurt pourtant peu après sa prise de pouvoir en 1072, prend tout de même le temps de fonder la Dar al-Ilm, la maison de la connaissance, qui en plus d'accueillir des intellectuels, des poètes, des théologiens, etc., contenait aussi une bibliothèque de près de 100 000 volumes, très connue à travers tout le monde islamique, puisque peut-être la deuxième plus importante derrière celle de Bagdad. Une véritable merveille. Bref, sous les Banu Ammar, Tripoli est une principauté aussi riche économiquement qu'intellectuellement, florissante de toutes parts et qui s'agrandit et se maintient pas tant par la force des armes que par de judicieux calculs politiques et diplomatiques, en sécurité derrière les massives murailles de sa capitale côtière, qui à tout moment peut, par la mer, recevoir de l'aide. Les Seldjoukides menacent, on se tourne vers les Fatimides, et inversement. Les deux ne sont plus dupes, on discute avec les Byzantins, il n'y a pas de problème, et ainsi de suite. Ainsi, à la mort d'Amin al-Dawla en 1072, ses deux neveux se foutent sur la gueule pour sa succession, Jalal al-Mulk Abul Hassan Khalih ibn Muhammad ibn Hamar et Abu Ali Fakhr al-Mulk ibn Hamar. Jalal al-Mulk et Fakhr al-Mulk, ça ira plus vite. Le premier l'emporte et exile son frère, avant de continuer l'œuvre de leur oncle, que ce soit d'un point de vue intellectuel où il dépasse peut-être encore celui-ci, ou d'un point de vue politique. De fait, sous son règne, la Syrie-Palestine, c'est le bordel. Déjà, les Fatimides sont en pleine guerre civile, ou du moins insurrectionnelle, entre leurs différents corps militaires, Turkmènes, Koutama, etc. Et il faudra l'intervention musclée de Badr al-Jamali, converti d'origine arménienne, avec ses troupes arméniennes, pour calmer tout ça courant années 70. 1070. Oui, alors les Arméniens, ils sont un petit peu au Proche-Orient, ce que les Normands sont à l'Europe et la Méditerranée, et les Turcs au monde musulman de manière générale. D'excellents militaires ayant dû quitter leur terre d'origine dans l'Est anatolien, face aux pressions et annexions autant byzantines que turques, notamment à partir des années 1060, et qui du coup ensuite vont bosser ailleurs, mais partout, que ce soit chez les Fatimides, chez les Byzantins, chez les Turcs, en Syrie, en Cilicie, partout. Ensuite, Aziz ibn Abah, aventurier turc, ou peut-être officier plus ou moins dépendant du sultanat seldjoukide, voire ayant bossé occasionnellement pour les Fatimides via l'arménien Badr al-Jamali, lui demandant son aide en Syrie, bref, Aziz s'empare de l'essentiel de la Palestine fatimide entre 1071 et 1075, profitant du climat de guerre civile qui règne chez ceux-ci. Il prend ainsi Jérusalem et Damas, avant de pousser jusqu'aux portes même du Caire. Ce qui finit par déplaire à Toutouche, le frère du sultan seldjoukide Malik Shah, qui lui a plus ou moins délégué la suzeraineté en Syrie, et Toutouche, il se charge donc de régler son compte à Aziz en 1079, et de récupérer ses conquêtes, avant de retourner se battre dans la Syrie du Nord, autour d'Antioche et d'Alep, contre cette fois-ci son cousin, Sulayman ibn Khutulmish, le fondateur du futur sultanat de Roum, en Anatolie, qu'il défonce et tue en 1086. Brièvement, Sulayman et son père Khutulmish relevaient d'une branche rebelle de la grande dynastie seldjoukide, dont ils avaient voulu justement évincer la branche principale. Puis, du coup, Sulayman avait été plus ou moins envoyé dans les marges de l'Empire par le sultan, autant pour l'éloigner du trône que, peut-être, pour coordonner l'occupation d'Anatolie, permise notamment par la défaite byzantine à Manzikert en 1071. Parce qu'à partir de cette date, lui et d'autres officiers ou aristocrates turcs ou aventuriers turcs plus ou moins loyaux envers le sultan vinrent s'y installer, donnant du fil à retordre aux Byzantins, qui les employèrent comme mercenaires. Ce qui était à la fois parfois indispensable à la survie de l'Empire, et parfois sera déterminant pour le recul définitif de celui-ci en Anatolie. Parce que de fait, dans le même temps, les Byzantins eux aussi sont en guerre civile, ce qui se calmera avec la montée sur le trône d'Alexios Komnenos à partir de 1081, mais en réalité pas encore avant un long moment. Oui, il doit faire face à des problèmes religieux, politiques et financiers en interne, ainsi qu'aux envahisseurs normands, pétchénègues et kiptchaks à l'ouest et au nord, dans les Balkans donc, et turcs à l'est. Donc vraiment, la Syrie et la Palestine, c'est d'autant moins sa priorité que les menaces les plus directes sur Constantinople et donc sur l'Empire, ce sont les Normands, les Pétchénègues et les Kiptchaks dans les Balkans, ce ne sont pas les Turcs à l'Est. Donc forcément, pour en revenir à la Syrie-Palestine, oui, on zoome des zooms en permanence, pour le cadi Jalal al-Mulk ibn Hamar, la situation elle est idéale.
Non content de continuer à prospérer gentiment, il profite même du chaos ambiant pour étendre sa principauté au maximum, en s'emparant notamment de Djabala, au nord, sur les Byzantins, en 1081. Mais malheureusement, tout ça ne peut pas non plus durer. La situation se corse pour lui à la fin des années 1080. D'abord parce que les Seldjoukides, derrière Toutouche, s'assurent le contrôle de la côte nord de la Syrie en 1085-1086. Et ensuite parce qu'en 1089, comme je l'ai déjà dit, les Fatimides, sortis de leurs troubles internes grâce à Badr al-Jamali, l'Arménien, reprennent le contrôle de la côte palestinienne au sud jusqu'à Jubail, qui était encore alors au Banu Ammar. Faut suivre. Ainsi, les deux caïds de la région encadrent désormais la principauté de Tripoli, qu'ils rognent considérablement, les premiers récupérant quasiment tout le nord de celle-ci, les seconds Jubail au sud. Ironiquement, les Banu Ammar se prennent même un coup d'arroseur arrosé dans la foulée. Le cadi qu'ils avaient désigné en leur nom pour administrer Djabala, il s'est rendu indépendant à son tour. Ainsi, dans les années 1090, Tripoli, à part Archa et Tartus, ne peut presque plus compter que sur ses murs et la région immédiate autour. Du coup, face à tout ça, Jalal al-Mulk vieillissant commence à fatiguer. Il est limite sur le point de canner tout début 1099, quand soudain, c'est l'arrivée dans la région d'un nouveau participant, la première croisade, qui peut évidemment tout changer, dans la logique de louvoyer entre les grandes puissances du coin, toujours en train de se foutre sur la gueule. Évidemment, comme je viens déjà un peu de le faire tout au long de cette vidéo, je vais redire des trucs qu'on a déjà vus, mais ça nous remettra dans le bain justement. Ainsi, quand l'avant-garde des croisés, menée par Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, ainsi que Tancred et Robert de Normandie, bref, quand l'avant-garde des croisés descend le long de la côte en janvier 1099, après avoir pris Antioche et l'imprenable forteresse d'Osn al-Akrad, le futur Krak des chevaliers, eh bien, ils reçoivent des ambassades de princes locaux, notamment évidemment de Jalal al-Mulk. Celui-ci, en plus de les arroser de pognon, offre même d'arborer sur les murailles de Tripoli les bannières de Raymond de Saint-Gilles. Mais ça, c'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'avoir ces couleurs flotter au vent sur les murs de la splendide et riche cité portuaire sur son imprenable péninsule, ça lui a donné des idées à Raymond. Déjà, en renvoyant à Jalal al-Mulk des ambassadeurs au sein de Tripoli, ceux-ci, face au niveau de richesse qu'ils entreaperçoivent, repartent convaincus qu'on peut tirer beaucoup plus de pognon du cadi. Et pour ce faire, alors qu'ils sont supposés viser Jérusalem plus au sud, les croisés reviennent sur leurs pas et vont assiéger Archa, plus au nord, qui appartient donc encore au Banu Ammar, et ce à partir du 14 février 1099. Donc la foi inébranlable des croisés au service de leurs vœux de pèlerinage, magouille aussi, Pire encore, des petits contingents vont piller la région, et l'un d'eux surtout, dirigé par Raymond de Turenne et Raymond Pillet, il y a beaucoup de Raymond dans l'armée provençale, bref, ce contingent-là envisage même, sans doute sur la suggestion du rusé comte de Toulouse, Raymond aussi, de s'emparer encore plus au nord de Tartus, la Tortose des Francs, un port fortifié toujours aux mains des Banu Ammar, qui est sans doute le meilleur port de la côte libanaise, et qui est donc indispensable stratégiquement pour les Francs. Pour ce faire, on prétend qu'ils allument de nuit d'innombrables feux de camp pour faire croire aux défenseurs que l'ensemble des croisés les assiègent. Résultat, le lendemain matin, peut-être le 17 février, les habitants ayant fui, la petite poignée de croisés s'empare, sans coup férir, de ce port formidable qui leur sera crucial pour se faire réapprovisionner par les flottes occidentales de passage. Ouais, les flottes occidentales, c'est un peu l'équivalent d'une voiture-balai pour la croisade. Quant au reste des croisés, glandouillant toujours à Antioche après les péripéties qu'ils ont dû endurer pendant son siège puis sa défense, ils finissent quand même par être un peu jaloux des succès de Raymond plus au sud. Ainsi, derrière Godefroy de Bouillon et Robert de Flandre, ils descendent vers le sud à leur tour et se mettent à assiéger Djabala, début mars. Plutôt que de concentrer leurs forces sur un seul siège, genre celui d'Arca, ou de continuer comme le voudraient leurs vœux, vers la Terre Sainte. Et pour le vieux Jalal al-Mulk, tout ça commence à faire beaucoup. En soi, Djabala fait toujours théoriquement partie de sa principauté. Il envoie donc régulièrement des ambassades à Raymond faisant le siège d'Archa pour lui demander gentiment de se casser, en échange de pognon, de bouffe, de monture, de guide, etc. Mais à chaque fois on l'envoie promener. Pas grave, il a l'habitude. Mais c'est là que, pensant bien faire, il va commettre un impair, la bonne vieille technique familiale de jouer les uns contre les autres se retournant contre lui. Pour faire lever le siège d'Archa, il fait courir le bruit que le calife de Bagdad lui-même vient à la rescousse de la ville. Ce qui est complètement con, mais les croisés ne connaissent pas encore très bien la géopolitique locale. Donc ils y croient. Sauf qu'au lieu de se barrer, ils appellent leurs potes, Godefroy et Robert de Flandre, toujours devant Djabala, pour leur dire de venir filer un coup de main. Ce que ceux-ci font, assiégeant désormais tous ensemble Archa, malgré toujours les régulières approches diplomatiques de Jalal al-Mulk, continuant du coup de leur proposer de l'or, des vivres, des chevaux, des mules et des guides pour qu'ils se cassent. Il est patient le machin quand même, Je vous passe le détail des tergiversations des croisés qu'un moi plus jeune avait traité ici, mais au bout d'un temps, le 13 mai, suivant désormais Godefroy de Bouillon, les croisés,
se rappelant sans doute qu'en fait ils étaient venus pour autre chose, genre libérer Jérusalem, eh bien il lève le siège d'Al-Kha au grand désespoir de Raymond de Saint-Gilles, qui aurait vraiment bien voulu s'approprier la région. L'armée croisée campe donc ensuite 3 jours devant Tripoli, où Jalal al-Mulk est plus méfiant que jamais, d'autant plus que Raymond tente à nouveau de convaincre les autres d'assiéger la ville. Mais il finit par obtenir leur départ, contre la libération de 300 pèlerins captifs, un sacré paquet de pognon, des montures, de la bouffe et surtout des guides et un libre passage vers le sud pour les croisés. Sans ça, les chroniqueurs latins sont quasiment tous d'accord pour dire que la croisade en aurait chié sur la corniche libanaise, où il est très facile d'interdire le passage. Bref, c'est bon. La principauté des Banu Ammar est enfin peinarde à nouveau, pour l'instant, et Jalal al-Mulk, rassuré, peut enfin crever tranquillement. C'est son frère revenu d'exil qui lui succède, Fakhr al-Mulk, qui n'avait pu s'imposer 30 ans plus tôt. Comme quoi, la patience, ça paye. De fait, au sud, les Fatimides se battent désormais avec les croisés, tandis qu'au nord et à l'est, les Seldjoukides de Syrie non seulement sortent sonner de la branlée que leur ont foutu les croisés, mais ils sont en plus très divisés, et ce plus que jamais, principalement entre les 2 fils de Toutouche, qui lui est mort en 1095. Bref, ces 2 fils sont Ridwan à Alep et Doukrak à Damas. Ah bah oui, si les croisés étaient tombés sur un front Seldjoukide uni, genre derrière Toutouche, ils auraient sans doute beaucoup moins rigolé. Mais depuis 1092 et jusqu'en 1104, c'est la guerre civile dans le sultanat. Ça aide. Mieux encore, entre 1092 et 1095, tous les principaux personnages du monde musulman, je dis bien tous, sont morts. En 1092, Malik Shah et son vizir Nizam al-Mulk. En 1094, le calife fatimide al-Mustanzir et son vizir arménien Badr al-Jamali, ainsi que le calife abbasside al-Murtadi, et enfin en 1095, Toutouche. Donc oui, ça aide. Dans ce contexte donc, Fakhr al-Mulk aimerait remettre la main sur Djabala, conquise en 1081 sur les Byzantins par son frère, et perdu depuis puisque le cadi de la ville, Abu Muhammad Ubaydallah, ou plus simplement Ibn Sulayha, s'est rendu indépendant d'eux, comme eux-mêmes l'avaient fait des Fatimides à l'époque. Pour la récupérer, son frère avant lui s'était déjà tourné vers Doukrak, le Malik, c'est-à-dire le roi de Damas, qui avait envoyé son lieutenant Turtekin assiéger Djabala vers 1095-1099, les dates sont pas très claires, et ce sans succès. Et vu que début 1099, les croisés ont assiégé Djabala à leur tour, derrière Godefroy et Robert de Flandre, le cadi en question, il a décidé carrément d'offrir sa ville au Malik de Damas. Malik de Damas qui du coup lui envoie le fils de son lieutenant Turtekin, Bouri, qui va administrer Djabala à partir d'août 1101, mais où il va se montrer tellement despotique que la population va s'offrir à nouveau aux Banu Ammar, juste après. Et de même, les croisés étant occupés plus au sud, les Banu Ammar en profitent pour récupérer Tartouche, notre Tortoise. Ça peut paraître anecdotique et compliqué pour pas grand chose, mais en fait ça explique un événement arrivé peu avant, juste avant même, à l'automne 1100, et qui fut déterminant pour l'avenir des États latins d'Orient. Baudouin de Boulogne, comte d'Édesse et frère de Godefroy de Bouillon, a été appelé en octobre 1100 par les barons du royaume de Jérusalem, qui n'est encore qu'une principauté à l'époque, et non pas une avourie, ça j'en avais déjà parlé ici. Bref, les barons l'appellent pour qu'il vienne succéder à son frère, mort pendant l'été. Et ce, en urgence, puisque pendant ce temps-là, le patriarche latin de Jérusalem, Dimbert de Pise, voulait faire de la principauté de Jérusalem une théocratie, dépendant donc directement de l'Église. Baudouin dut donc en toute hâte rallier Jérusalem depuis Édesse, et pour ce faire, longea la côte, ce qui l'amena nécessairement devant Tripoli, où Fakhr al-Mulk l'accueillit non seulement à bras ouverts, le couvrant de pognon, de cadeaux, de bouffe, de monture, etc. comme d'habitude, mais surtout le mit en garde contre Doukrak, le Malik de Damas, qui préparait alors une embuscade plus au sud pour l'arrêter, Baudouin, et ce conjointement avec l'émir de Homs, autre plus puissante principauté du coin. Et en avertir Baudouin, c'était une manière pour le cadi de se venger des visées de Doukrak sur sa principauté, et notamment sur Djabala. Baudouin, qui n'avait effectivement à ce moment-là pas beaucoup d'hommes, put ainsi éviter le pire, rejoindre Jérusalem sain et sauf malgré les embûches, et devenir à la Noël 1100 le premier roi de Jérusalem. Merci les Banu Ammar. Et d'autres, ce ne sont pas les seuls seigneurs locaux qui ont pu filer, dans leur propre intérêt, un coup de main aux Francs quand ils étaient seulement de passage. Mais justement, de passage seulement. De fait, Fakhr al-Mulk ne va pas profiter longtemps de la réussite de sa politique. Début 1102, c'est le retour de Raymond de Saint-Gilles. Définitif. Oui, systématiquement débouté de toutes ses prétentions, que ce soit comme chef de la croisade, comme prince d'Antioche ou de Jérusalem, ou même comme chef d'une croisade de secours en 1101, tout ça on l'a vu ensemble, pire encore, provisoirement emprisonné fin 1101 par Tancrède à Antioche, qui lui fait renoncer à toute prétention sur la Syrie du Nord, bref, humilié comme Jaja, on peut l'imaginer particulièrement amer, le Raymond. En revanche, à l'inverse,
Avec tout ça, il y a très peu de chances qu'il ne se souvienne pas de cette amorce de principauté provençale qu'il avait voulu établir début 1099 autour de Tripoli. Là aussi sans succès, puisque d'autres, Godefroy de Bouillon en tête, lui avaient mis des bâtons dans les roues. Du coup, à peine revenu dans le coin, il s'empare à nouveau en février 1102, grâce à une flotte génoise de passage, de Tortosa, reprise peu avant par les Banu Ammar, pour ceux qui suivent encore. Puis, avec pourtant très peu d'hommes, 3 à 400, il tente des sorties téméraires jusqu'au pied des murs de Tripoli. Mais ce qui évidemment inquiète Fakhr al-Mulk, qui, fidèle à ses habitudes, demande l'aide du Malik de Damas et de l'émir de Homs, qui envoient chacun autour de 2000 hommes environ. Nous sommes en mars-avril 1102. Pourtant, s'il faut en croire le chroniqueur Ibn al-Athir, le seul à relater l'affaire, les chroniqueurs latins n'en disent curieusement rien alors que c'est foutrement épique, Raymond, imperturbable, place alors 100 de ses hommes face aux troupes de Tripoli, 100 face à celles de Damas, 50 face à celles de Homs, les 50 derniers avec lui en réserve. Et il attend. Et le pire, c'est que ça passe. Les troupes de Homs et Damas sont mises en déroute, tandis que celles de Tripoli l'emportent initialement sur leurs centaines d'assaillants, mais voient bientôt les 200 restants rappliqués, et se retirent donc à leur tour derrière leurs murs. Murs contre lesquels, faut pas déconner, les 300 pélos de Raymond ne peuvent rien. N'empêche, Ibn al-Athir parle tout de même de 7000 musulmans morts, tandis que le comte de Toulouse rentre à Tortosa, nanti d'un nouveau tribut en argent et en chevaux en échange d'une trêve avec Tripoli. Hélas pour les Banu Ammar, ça ne va pas durer longtemps. Après avoir tenté de s'emparer de Homs, Raymond revient sur la côte et, profitant du passage d'une flotte génoise, retente le siège de Tripoli à la fin de l'été 1103. En vain. Il se rabat alors, plus au sud, sur ce qui était autrefois une possession des Banu Ammar, mais qui est peut-être encore à ce moment-là aux Fatimides, à moins qu'il ait réussi à remettre la main dessus, je ne sais plus. Et là je parle de Fakhr al-Mulk, évidemment. Bon, bref, c'est toujours compliqué, je suis Palestine, c'est toujours compliqué. Bref, Raymond se rabat sur le siège de Jubail, l'antique Byblos, dont il s'empare de fait avec les Génois fin avril 1104. À nouveau, les Tripolitains voient leur principauté grignoter de toutes parts, au nord comme au sud, et l'étau se resserrer sur eux, si imprenable soit leur ville fortifiée sur sa péninsule d'Almina. Mais cette fois-ci, et c'est très inquiétant, ils le sont par un seul ennemi. Plus angoissant encore, ils le voient construire depuis 1103 une forteresse face à leur cité, avec le soutien matériel du Basileus Alexios, via Chypre et son dux Omathios Philocalès. Ce château, Raymond le baptise Mont-Pèlerin, tandis que les locaux l'appellent Khalat Saint-Gilles, le château de Saint-Gilles. Et il existe encore, c'est la citadelle de Tripoli. Bref, le blocus se fait de plus en plus serré autour d'eux, tandis que ce château parasite fait même naître autour de lui des faubourgs, et donc conséquemment une nouvelle Tripoli. Fakhr al-Mulk tente bien, cela dit, de s'en débarrasser, en faisant cramer les 10 faubourgs en août-septembre 1104, mais en vain, la forteresse tient bon, et le blocus perdure. Au moins, fort heureusement pour lui, le vieux Raymond meurt peu après, le 28 février 1105, dans sa nouvelle forteresse, d'aucuns pensant que c'est d'ailleurs suite à une blessure reçue pendant cette sortie des Tripolitains contre le Mont-Pèlerin. Mais cette mort ne signifie pas non plus la fin des emmerdes, bien au contraire. Ce qui devait devenir le comté latin de Tripoli passe alors sous la régence de Guillaume de Cerdagne, dit Guillaume Jourdain, cousin maternel de Raymond, qui continue son œuvre, toujours qui plus est avec le soutien byzantin. Du coup, Fakhr al-Mulk se cherche lui aussi des alliés, sauf qu'à force de prendre tout le monde pour des cons, ça devient difficile. Typiquement, il ne peut pas se tourner vers les Fatimides, alors dirigés dans les faits par le fils de Badr al-Jamali, al-Hafdal Shahanshah, qui risquerait fort de lui dire « ok, mais tu rentres dans le giron califal et tu dis pardon, connard !» Le cadi va donc envoyer des demandes d'aide bien plus loin, à Mardin, en Mésopotamie, à 600 bornes de là. Pourquoi ? Eh bien, c'est le fief de Sorman, fils d'Artour, une lignée d'officiers seldjoukides qui avait autrefois tenu Jérusalem au nom de Toutouche, jusqu'à ce que les Fatimides la reprennent en 1098. Sorman reviendrait donc volontiers se mêler des affaires syro-palestiniennes, et répond donc d'autant plus favorablement qu'il vient de contribuer à mettre une branlée aux francs d'Édesse et Antioche à la bataille de Haran. Il se met donc en route avec une forte troupe, même heure en chemin, à Palmyre, cette même année 1105. D'une angine, a priori. On a vu plus épique. Bref, le blocus continue sur Tripoli, où les vivres se font rares et coûtent une fortune. Une livre de date s'y vend 1 pièce d'or, c'est monstrueux. Fakhr al-Mulk tente d'imposer des impôts spécifiques sur les riches notables en faveur des malades et des combattants, pour qu'ils aient plus à bouffer que les autres, mais ça n'aboutit qu'à la défection d'une part des 10 notables en faveur des francs. 2 d'entre eux leur indiquant même les dernières voies d'approvisionnement encore inconnues des latins, pour que ceux-ci les coupent encore plus drastiquement. Très légèrement furax, le cadi essaye d'ailleurs de racheter les 2 connards à Guillaume de Cerdagne, pour les fumer à la maison, mais il refuse. Ce qui n'empêche pas les 2 de se faire étonnamment assassiner directement dans le camp des Francs.
Aurait-ce un lien avec l'établissement progressif au même moment des Nizarites dans la région, c'est-à-dire des chiites ismaéliens eux aussi, actifs depuis les années 1090, que nous appelons communément en Occident assassins? Peut-être. Bref, la situation est désespérée. Mais la ville tient toujours bon, principalement grâce à la mer, que les Latins ne peuvent maîtriser faute de flotte, ce qui sera un peu leur rengaine pendant toute l'occupation de cette région, et grâce aussi aux discordes entre eux, ce qui sera une autre rengaine. Typiquement, Ibn al-Athir mentionne même en 1106-1107 des convois ravitaillant Tripoli, curieusement depuis Chypre byzantine ou Antioche normande. Mais peu importe, tout ça ne fait que retarder l'inévitable, ce que sait fort bien Fakhr al-Mulk. Aussi se résolut-il à aller chercher lui-même de l'aide, auprès des plus hautes instances musulmanes. Ne pouvant toujours pas requérir l'aide des Fatimides, il se tourne alors vers le calife abbasside, al-Mushtazir, et le sultan seldjoukide Muhammad, fils de Malik Shah. Le moment pourrait de fait sembler opportun, puisque Muhammad est récemment sorti vainqueur de la longue guerre civile seldjoukide entre lui, ses frères et ses oncles, suite à la mort de Malik Shah en 1092. Guerre civile sans laquelle il est plus que probable que les croisés n'auraient jamais pu s'implanter, encore une fois. Bref, le cadi de Tripoli part pour Bagdad, ce qui, au vu du fait que sa famille n'a accédé à cette charge que grâce au califat chiite du Caire, ennemi juré du califat abbasside sunnite de Bagdad, ne manque pas d'ironie. Donc faut vraiment arrêter d'imaginer un monde chrétien uni contre un monde musulman uni. Il quitte Tripoli en mars 1108, ayant sans doute obtenu un libre passage de la part de Guillaume de Cerdagne, ce qui serait très chevaleresque, avec 500 cavaliers et un maximum de présents pour appuyer ses demandes, laissant le pouvoir à un cousin à lui. Il arrive d'abord à Damas, où le pouvoir est passé, à la mort de Dukak en 1104, à son lieutenant Tourtekin, qui, ayant épousé la mère de Dukak, devient Atabeg, c'est-à-dire gouverneur, au nom du jeune fils de Dukak, Toutouche II, puis d'un frère de Dukak, Baktash, 12 ans à peine. En réalité, Tourtekin jette ainsi les bases de sa propre dynastie, les Burides, du nom de son fils Bouri, qu'on a vu brièvement despotique à la tête de Djabala. Une dynastie qui tiendra Damas jusqu'en 1154, quand elle se fera évincer par Nur ad-Din, fils de Zengi ayant pris Édesse en 1144, et maître du futur Salah ad-Din, que je ne présente plus. Saladin. Bref, c'est ce même Bouri, d'ailleurs, qui accompagne ensuite Fakhr al-Mulk à Bagdad. Le cadi, avec pourtant un titre assez modeste, c'est juste un juge, y est somptueusement reçu, en véritable prince, autant par le calife que par le sultan, qui le couvre d'honneurs, de présents, de questions aussi, etc. On lui fait même passer le tigre sur l'embarcation personnelle du sultan, et même sur le propre coussin du calife. Mais tout ça en vain. La priorité des deux autorités spirituelles et temporelles de l'islam sunnite n'est clairement pas la Syrie, pour l'instant, mais plutôt Mossoul. Ainsi, le désabusé Fakhr al-Mulk reprend piteusement le chemin du retour en août ou septembre 1108, pour se retrouver trahi et évincé. Oserais-je dire troisième roue du cadi? Oui. Et ce donc, soit peut-être par son cousin, mais plus probablement encore par la population tripolitaine elle-même, qui, tant pis pour l'indépendance des Banu Ammar, finit par s'offrir de nouveau aux Fatimides, qui n'attendent que ça depuis 40 ans, pour peu qu'ils les débarrassent du siège des Francs qui dure depuis déjà 6 ans. Ainsi, le dernier des princes Banu Ammar de Tripoli, dont les possessions, la famille et les partisans ont été envoyés en Égypte par les Fatimides, nouveaux maîtres de la cité, se replie sur sa dernière possession, Djabala. Mais malheureusement, là non plus, il ne sera pas tranquille. Ni Tripoli ni Djabala ne tiendront bien longtemps. En effet, au début de l'été 1109, les croisés coalisés, tous les seigneurs latins de Terre Sainte sont présents, on verra ça bientôt, et pourquoi surtout, s'emparent de Tripoli avant même l'arrivée d'une flotte de secours fatimide, et avec, à l'inverse, l'aide notamment d'une flotte génoise et provençale. Puis Tancrède, sur le retour vers Antioche, prend Djabala à son tour fin juillet. Cette fois, c'est bien la fin de la principauté des Banu Ammar. Au moins, Fakhr al-Mulk put partir sans heurts, finissant sa vie pour les uns à la cour de Tourtekin de Damas, ou pour les autres d'abord à la cour de l'Atabeg Maoudoud de Mossoul, puis à celle du calife al-Mushtazir de Bagdad, où il mourut vers 1118 ou 1119. Quant à Tripoli, elle devint enfin la capitale du comté que Raymond de Saint-Gilles voulait fonder sur la côte libanaise. Hélas, à la grande tristesse de bon nombre d'intellectuels musulmans, et pas que, lorsqu'elle se rendit, si les Francs furent disciplinés, les marins génois pillèrent à tour de bras et saccagèrent particulièrement la Dar al-Ilm, la maison de la connaissance, et ses 100 000 volumes qui furent anéantis. D'aucuns la pleurèrent ensuite au même titre que la bibliothèque d'Alexandrie. Mais tout ça, et la résolution de ce siège long de 7 ans, nous le verrons plus tard,
D'abord un peu quand nous parlerons de la saga de Sigurd Ier de Norvège, qui sortira en avril-mai, j'espère, puis plus en détail quand nous étudierons la suite des aventures de Tancred, d'une part, et de Baudouin, de l'autre, des vidéos qui sont promises depuis des années. J'espère en attendant que ce petit morceau d'histoire libanaise vous a plu, tout comme j'espère que le Liban survivra à ces sinistres envahisseurs d'aujourd'hui, encore une fois occidentaux, éloquemment, mais pas au nom du même projet religieux. Comme quoi, ce ne sont pas les religions le problème, mais bien les hommes qui se les approprient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, puisque maintenant je suis sur Blue Sky et sur Instagram, suite aux décisions prises cet hiver. Merci évidemment à toutes celles et ceux qui soutenaient financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Ulule. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez le faire sur l'un de ces deux sites, et ce sera forcément bienvenu, puisque ça me permet de bosser, de vivre, de tout ça, voilà. J'espère donc que ce nouveau format vous plaît. Alors oui, on va commencer par ça. J'avais complètement dit que je n'illustrerais pas ce format. Et j'ai illustré ce format. Je l'ai illustré parce qu'en fait, depuis 2020, je copie-colle mon projet de montage à chaque fois, ce qui fait qu'en fait, j'ai les trucs préenregistrés, j'ai les illustrations préenregistrées, j'ai les titres qui apparaissent en bas, les dates, une partie des cartes, etc. Donc, sur paf. En vrai, j'étais là, genre, ah bah, c'est vrai que j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Donc, du coup, j'ai ressorti des visuels qui datent de toutes ces vidéos depuis, voilà, 6 ans, on a accumulé sur un seul projet. Donc, en soi, voilà, ça facilite le montage. Le montage m'a pris, on va dire, 2 jours et demi, 2-3 jours. C'était quand même plus facile à monter que les programmes de base, les vidéos plus longues que je fais, etc. Où là, je vais chercher de nouvelles iconos. Voilà. En vrai, je n'arrive pas à savoir si pour ce programme, je dois essayer de ne pas trop illustré, ou si j'illustre un peu quand même, parce qu'après je me dis ah bah c'est con, c'est un peu vide, puis c'est pas forcément clair, je parle de beaucoup de trucs, en plus je parle vite, soyons honnêtes. Donc voilà, je sais pas exactement où on va, surtout que bon, cet épisode-là, j'avais envie de le faire, mais c'est vrai que, enfin je voulais parler des Banu Hammar, mais c'est vrai que mis bout à bout, en fait, bah j'avais parlé, enfin il y a plein de sujets dont on avait déjà parlé autour, que ce soit les Seldjoukides, que ce soit les débuts du christianisme, que ce soit bah, évidemment la première croisade, etc. Donc voilà, je vais essayer de continuer à faire de temps en temps des formats comme ça pour produire régulièrement, ce qui me laisse le temps de préparer des plus gros projets, comme celui sur la saga de Sigurd, qui fera, je pense, dans les 2h30, quelque chose comme ça, en costume, en décor, etc., avec pas mal de cartos, d'iconos, etc., même si je vais avoir des problèmes d'iconographie, hein. Encore une fois, par exemple, Sigurd, on n'a pas sa gueule, donc est-ce que je lui invente une gueule de viking en prenant une illustration viking, enfin scandinave d'époque, ou un peu plus tardif, 13e siècle, je ne sais pas. Ce genre de casse-tête, je me le pose souvent depuis des années, et en fait je me dis peut-être qu'il faudrait que je lâche un peu l'affaire sur l'iconographie, parce que c'est peut-être pas si important que ça. Pareil, là, la cartographie, les cartes que vous avez vues viennent essentiellement de très bons bouquins sur le sujet. Il y a un atlas des mondes médiévaux musulmans, il y a un atlas historique mondial de Grattalou, je crois, des choses comme ça. Et évidemment un atlas des croisades de Jonathan Riley Smith, qui est un très bon bouquin. Donc je me suis dit juste, je vais prendre ça comme ça, et je vais pas faire moi-même les cartes, ce qui prend trop de temps, donc voilà. Mais après, je me dis, bon, si je veux faire ce programme, encore une fois, plus facile à faire, il faudrait peut-être pas que j'illustre autant. Mais voilà, ça reste quand même plutôt une réussite. Alors je dis ça en termes de production, hein, la réception, vous me direz, ça se trouve, cette vidéo vous plaira pas, ce que je peux très bien comprendre. Mais moi, voilà, elle m'a pris, on va dire, 3 jours à écrire et 3 jours à monter, donc c'est très honnête. Encore une fois, parce que c'était quand même des sujets que je connais bien. Je suis allé chercher des détails dans des bouquins plus spécifiques sur l'histoire du Liban ou l'histoire des Fatimides, etc. Mais j'avais quand même le gros du truc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Comme je vous le disais, voilà, la prochaine fois ce sera Sigurd. Après Sigurd, bah je sais pas. Le prochain petit programme comme ça je l'avais déjà annoncé, ce sera sur Jean d'Opido, qui est plus connu comme Obadiah le prosélyte, qui est en fait un Normand sud-italien de la fin 11e siècle qui se convertit au judaïsme et qui va voyager au Proche-Orient avant de s'établir au Caire, où il va contribuer à réformer la musique religieuse juive. Un destin assez passionnant, je vais bientôt recevoir un bouquin à propos de ça, donc c'est parfait. Viendront ensuite, en théorie, bon bah voilà, les grosses, oui, parce que grosses vidéos, maintenant, il vaut mieux faire ça apparemment plutôt que des séries, donc des grosses vidéos. Il y aura une grosse vidéo sur Alexis, il y aura une grosse, enfin sur Alexios, parce que maintenant j'essaie de faire les noms à la grecque, une grosse vidéo sur Baudouin, une grosse vidéo sur Tancred. Je garde en tête effectivement le fait aussi de travailler sur les barbaresques, donc les régences d'Afrique du Nord, sur les frères Barberousse, etc. Et plein de trucs aussi. En fait, c'est peut-être ça aussi, des sujets que je vais aborder depuis des années, je pourrais peut-être les faire plutôt dans ce format-là, avec un seul plan, hein, je veux dire, et juste des jump cuts, et des cartes, des illustrations, etc.
Ça me manquait un peu de pas mettre d'extrait, mine de rien la recherche d'extrait est longue, et vous constaterez aussi, c'est pas plus mal parce qu'en fait aussi vous voyez une manière de faire que vous m'encouragez à faire, qui me demanderait moins de travail, mais qui rend quand même moins bien, et notamment au niveau aussi du rythme, parce que les extraits vidéo que j'utilise souvent, humoristiques, etc., mine de rien, ils permettent de faire des pauses. Là, je viens de vous balancer 35 minutes dans la tronche, sans pause. Enfin, 40 minutes plutôt. 40 minutes sans pause, donc les extraits ont du bon, hein, quand même. Donc voilà, c'est plein de réflexions en cours. Et sur ce, je vais essayer de m'occuper de tout ça en avril, de vous sortir une grosse vidéo en avril-mai sur Sigurd. Si ce sera pas, si je la sors pas en avril, je sortirai la vidéo donc sur Obadiah le prosélyte en avril. Mais je dois bien vous avouer, je suis désolé, c'est pas là pour le coup, j'y peux pas grand-chose. Hein. On m'a encore foutu des pains dans les dents récemment, et conséquemment, ça m'a un peu fait une rechute mélangée justement à ces perspectives de boulot. Moi j'étais chaud, je suis toujours chaud, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté, si la solution c'est de faire des monstres de 2h30, 3h, 4h, c'est quand même un peu intense, notamment en termes de montage, d'iconographie, de machin, tout ça, bref. Donc voilà, je m'écoute au mieux, il n'y a pas de souci, je gère beaucoup mieux tout ça qu'avant, mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu pris des baffes là, courant mars, qui n'étaient pas du tout prévues, je pensais que tout ça était derrière moi, au sens où, voilà, mais en gros, voilà, les emmerdes que j'ai vécues ces dernières années reviennent me pourrir la vie, encore un petit peu, hein, encore une fois, les années 2020, c'est bien chouette. Donc voilà, mais ça m'empêchera pas donc de faire ces formats plus courts, plus faciles à produire, plus courts à produire, et qui me permettent, voilà, par exemple, j'aimerais aussi bien vous parler de Roussel de Bailleul, qui est un aventurier normand, qui a d'abord bossé pour le compte des Byzantins, avant de se dire, tiens, pourquoi je me ferais pas une principauté normande en Arménie? Bon, il n'y a pas vraiment eu le temps de le faire, mais enfin, c'est quand même une aventure un peu épique, un peu un proto... En fait, il est entre la génération de... Ah non, il est en plein dans la génération de Robert Guiscard, et il est entre les frères Hauteville et Bohémond et Tancred. Donc voilà, des idées comme ça, j'en ai plein, il n'y a pas de souci, je manque pas de sujet, je peux juste manquer de déter à certains moments, parce que tout faire tout seul, ça reste quand même épuisant. Ça nous fait quand même de beaux programmes, tout ça, que j'ai hâte en soi de faire, mais là, ouais, je vais me reposer un poil, et réattaquer ensuite. Mais quand je dis reposer, ça se... passer une semaine ou deux tranquillement, voilà, mais je dis pas que je repars pour 6 mois, tout va bien, maintenant on produit régulièrement, il n'y a pas de problème. Et voilà, en tout cas, vous-même, portez-vous bien, merci pour tout, j'espère que ce petit programme vous a plu, et que le programme de la suite vous plaît, et vous plaira, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me suggérer des petits trucs à faire sur ce format-là plus facile, ce sera avec plaisir. Voilà, portez-vous bien, ciao.